Et nous nous retrouvons et nous sommes ravis autour d'une question qui est cruciale et d'actualité. Comment garantir la souveraineté et la sécurité des données en France? Donc, avant de répondre à ces enjeux cruciaux, je vais laisser mes collègues se présenter et ensuite on démarrera les questions. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Donc, Nicolas Tricot, directeur du marché santé pour Atos en France. Bonjour à toutes et tous. Pareil, je suis ravi d'être ici parmi vous. Je suis Jean-Baptiste Voron, je suis directeur technique cybersécurité pour Atos en France. Merci Jean-Baptiste. David Dangean, en charge des activités Enterprise AI pour Eviden. Et je serai ravi de parler avec vous un peu d'IA aujourd'hui. Bonjour à toutes et à vous tous. Moi, je suis François Chalier. Je suis responsable du développement des ventes en charge des solutions d'intelligence artificielle et également du calcul haute performance pour Evident, une branche du groupe Atos. Merci. Bien. Donc, vous avez compris qu'on va parler d'une entreprise française dont nous sommes fiers et vous allez voir pourquoi. La première question sera pour toi, Nicolas. Qu'est-ce qui fait d'Atos une ESN différente de ses confrères dans le domaine de la santé numérique souveraine et sécurisée? Alors, merci de cette question. Tout d'abord, je pense qu'il faut rester humble quand on se compare à nos confrères, néanmoins concurrents, compétiteurs. Mais c'est vrai que je pense qu'Atos a un ESN française, entreprise services numériques, 90 000 personnes, 70 pays. On a eu un peu d'actualité ces derniers temps, si vous la suivez, mais là, normalement, ça va beaucoup mieux. Et puis, sur la santé, on a toujours maintenu nos activités. En France, on est 15 000 et vous avez à peu près 500 personnes. Donc, c'est l'ensemble du groupe. Eviden, c'est une marque d'Atos. C'est l'ensemble du groupe, c'est 15 000 personnes. Et vous en avez à peu près 500 qui travaillent sur la santé. Donc, ce qui est très significatif. Donc, on a une empreinte importante. Et ça, depuis plus de 30 ans. Alors, moi, je travaille dans la santé depuis 2003, ça ne me rajeunit pas. J'ai commencé avec le CHU de Grenoble, donc on parle de souveraineté. Le CHU de Grenoble éditait une solution de dossier patient informatisé qui s'appelle CrystalNet, qui équipe encore un certain nombre d'établissements, qui est devenu Easily, qui est une autre solution souveraine éditée par les Hospices civils de Lyon, et Opsis, qui est la structure, le GIE, qui en a la propriété intellectuelle. Donc peut-être une particularité de la santé chez Atos, c'est qu'on est venu par le métier. Et pas par l'infrastructure, pas par... on est venu par le dossier patient, et vous savez ce qu'on dit, dans un hôpital, vous pouvez tout enlever, sauf d'ailleurs y compris les bâtiments, mais vous ne pouvez pas enlever les médecins et les infirmières, parce que c'est ceux qui soignent, et c'est la fonction première d'un hôpital. Mais on n'enlève pas les directeurs non plus, si on est dans la salle, évidemment. Mais pour le coup, le dossier patient informatisé, c'est le cœur de l'activité, c'est ce qui numérise l'activité des médecins, l'activité des infirmières. Donc on est vraiment venu par ça, par cette veine-là. Et puis en 2014, on a racheté la société Bull, qui était une société, c'est issu du plan calcul, voilà, c'était un peu mythique pour les informaticiens comme nous. Ça nous a permis de doubler notre empreinte sur la santé. Donc c'est d'où les 500 personnes aujourd'hui. Et un certain nombre des choses qu'on va vous présenter là, elles en sont issues. Donc c'est un peu le plan calcul, les polytechniciens qui ont développé tout ça. Et voilà. Donc c'est donc une empreinte forte, souveraine et une offre de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va vraiment de la cave, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire de la salle machine où on maintient les serveurs, le réseau, le stockage. Si vous avez à la PHP demain matin une carte mémoire qui est associée à un serveur qui gère le PAX de la Riboisière qui tombe, c'est les équipes Atos qui vont le changer dans le délai le plus rapide possible, vous imaginez bien. Voilà, on a 150 hôpitaux. Jusqu'au dossier patient, en passant par la cybersécurité, en passant par l'hébergement. On est hébergeur HDS. Et puis on a même construit des solutions complètes pour l'assurance maladie. J'espère que vous l'avez sur votre téléphone. En l'occurrence, mon espace santé, ou précédemment l'espace numérique de santé, pour lequel, en groupement avec Octo, on a fait la conception du système, on fait son hébergement en France. Et encore une fois, l'hébergement souverain, c'est absolument fondamental. Je pense que c'est un peu le thème récurrent. Il ne faut pas que nos données soient hébergées ailleurs que chez nous. Je pense que c'est absolument essentiel. Donc on l'héberge dans les data centers d'Île-de-France pour le coup. Jean-Baptiste connaît très bien le sujet puisqu'on le sécurise aussi, parce que c'est un peu comme les JO. Atos a opéré les JO, Atos opère mon espace santé. C'est, je pense, pour le hacker
on va dire, des pays de l'Est, un peu le rêve de hacker mon espace santé, de hacker les JO. Pour l'instant, ça a résisté. C'est pas faute de ne pas avoir eu des attaques. Mais donc la sécurité, la cybersécurité souveraine dont on va vous parler, c'est également absolument fondamental. Voilà. Donc une offre de bout en bout, une offre complète, de l'hébergement, de la cyber, du dossier patient. On participe, si vous regardez la feuille de route du numérique en santé 2023-2027, où il y a une maison qui est bien connue, qui était déjà dans la feuille de route précédente, on intervient vraiment sur tous les étages, sur les fondations, jusqu'en haut avec l'espace numérique de santé, qui va être effectivement une brique fondamentale pour transformer la santé. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc pour résumer, une approche souveraine. Un point peut-être complémentaire, c'est qu'on adresse vraiment toutes les tailles de clients. Je crois qu'on a 250 clients, donc de l'hôpital de Saint-Marcelin, une région que chère à mon cœur, mais parce que je suis lyonnais, mais jusqu'à la PHP, qui est, comme vous le savez, le premier hôpital européen, 10% de l'Ondam hospitalier. Une offre stratégique, c'est-à-dire qu'on n'est pas opportuniste dans la santé. Ça fait, encore une fois, que tant côté Bull que côté Atos, ça fait 30 ans qu'on en fait, et ça fait 30 ans qu'on se développe de plus en plus, et on a très à cœur de continuer à l'accompagner. Et puis nous tous, là, ça fait très longtemps qu'on travaille aussi dans la santé. Donc voilà, donc moi j'en suis en tout cas très fier, parce que, comme me disait un directeur général d'un grand hôpital français, vous pouvez dire à vos équipes, on a 100 personnes chez eux, qui peuvent être fiers de travailler pour nous, parce qu'on soigne leur grand-mère, et puis on vous soignera bientôt. Et ça, moi j'en suis absolument convaincu. Voilà, 5 minutes montre en main. Parfait. On ne travaille pas dans la santé de toute façon si on n'a pas un état d'esprit particulier, je dirais. Bon, la question suivante sera justement pour Jean-Baptiste. Est-il toujours opportun d'associer souveraineté et cybersécurité? Et y a-t-il un intérêt à traiter les deux sujets simultanément? Alors c'est vrai que c'est des notions qui ne sont pas évidentes, qui sont très globales, souveraineté, cybersécurité. On peut avoir tendance à les associer, on peut avoir tendance à les dissocier. Et c'est vrai que c'est un bon point de départ de se poser cette question. Finalement, est-ce que je dois traiter l'un sans l'autre? Est-ce que je peux traiter l'un sans l'autre? Je vais commencer par dire que la souveraineté, c'est pas la cybersécurité. C'est deux mots qui se ressemblent, mais c'est clairement pas la même chose. On peut être 100% souverain et très mal sécurisé. Et l'inverse est complètement vrai, je peux être très très bien sécurisé et très peu souverain. Donc c'est pas parce que je vais investir beaucoup dans de la cybersécurité, c'est pas parce que je vais passer beaucoup de temps à sécuriser mes données que pour autant j'ai un niveau de souveraineté qui est très important. Donc ça c'est le premier piège qu'il faut absolument éviter. C'est pas de mélanger les deux et pas de se dire j'ai investi énormément en cybersécurité donc je suis souverain ou je suis hébergé en France et donc je suis cybersécurisé. C'est pas tout à fait le cas. Par contre, il y a des rapprochements. Mais avant de parler des rapprochements, ce qui est très important, c'est de se mettre d'accord sur ce que veut dire la souveraineté, finalement ce que revêt ce mot, cette notion. Et la souveraineté, alors il y a tout un paquet de définitions qui existent. Nous, on va dire, pour éviter de faire des jaloux, on va plutôt s'appuyer sur celle du gouvernement français, qui dit que la souveraineté, c'est le degré de contrôle qu'on va pouvoir exercer sur des activités ou sur des données. Le degré de contrôle. Donc cette notion de degré, déjà, elle nous permet de dire qu'il n'y a pas quelque chose de souverain ou quelque chose de pas souverain. Il y a quelque chose de plus ou moins souverain et ça va vraiment être le choix à chacun de décider quel est le niveau de souveraineté qu'il souhaite exercer sur ses données, sur ses activités, sur ses partenaires, sur ses fournisseurs. Et donc on va avoir cette notion de choisir le bon niveau de souveraineté, sachant qu'évidemment plus je mets le curseur haut en termes de souveraineté, plus je vais avoir des inconvénients en termes de partage de l'information, en termes de partenariat que je vais pouvoir nouer. Donc bon, ce niveau-là, il va falloir le travailler. Et c'est là où on va se rapprocher finalement de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est la même chose dans le sens où on n'est jamais 100% sécurisé. On est sécurisé à un certain niveau. Et ce choix du niveau, finalement, on va se retrouver face aux mêmes questions. Quand je cherche à savoir quel est le bon niveau de souveraineté, eh bien, je vais avoir les mêmes questions pour choisir quel est le bon niveau de cybersécurité. Et dans les accompagnements qu'on mène, quand on sécurise les Jeux Olympiques ou quand on sécurise des SI de santé, on va avoir systématiquement la même approche. C'est une approche qui est basée sur les risques. Basée sur les risques, ça veut dire je me pose tout simplement la question, qu'est-ce que je redoute en tant que patron d'un SI de santé, en tant qu'industriel, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce que je redoute? Quels sont les risques? Quelle est la menace
que je redoute et à laquelle je souhaite me préparer. Et en fonction de la réponse à cette question, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais c'est vraiment une question qu'il faut se poser. En fonction de la réponse à cette question, je vais décider du bon niveau de souveraineté et du bon niveau de cybersécurité. Donc c'est là où les deux notions, elles se rapprochent. Ce n'est pas les mêmes, mais elles se rapprochent parce que tout le travail commence par cette question, qu'est-ce que je redoute? Après, c'est un parcours. Sécurité, souveraineté, on part jamais d'un État qui est 100% souverain ou 100% sécurité, et d'ailleurs on n'atteint jamais un État qui est 100% souverain ou 100% sécurité. On est toujours en transition, on est toujours en transformation vers un niveau supérieur, vers un État qui est meilleur, et ce chemin-là, comme tout chemin, comme toute promenade, comme toute randonnée, il vaut mieux bien s'équiper. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Dans le chemin vers la souveraineté, dans le chemin vers la cybersécurité, il faut s'outiller correctement, il faut se faire accompagner correctement. Et il y a quelques outils un peu clés qui permettent d'attaquer correctement ce parcours, ce voyage, être capable de chiffrer ses données, être capable de gérer ses identités, être capable de piloter ses fournisseurs et de les connaître, c'est autant d'éléments qui vont contribuer au domaine de la cybersécurité, réduire ses risques, maîtriser cette menace, et qui vont aussi contribuer au domaine de la souveraineté et maîtriser tous les risques autour de la confidentialité et de la disponibilité des services. Donc, pour faire court, on ne peut pas rapprocher souveraineté et cybersécurité, mais ce chemin vers la souveraineté, ce chemin vers la cybersécurité, finalement, utilise les mêmes voies, les mêmes outils. Donc, si un effort est fait en cybersécurité, la souveraineté peut en profiter. Et de la même façon, si un effort est fait en souveraineté, c'est le bon moment de capitaliser dessus et d'aller vers la cyber. Merci Jean-Baptiste. Oui, bravo, parce qu'il pourrait parler pendant des heures, mais là, il tient le timing. Mais néanmoins, je vais te poser une question qui n'était pas prévue. Est-ce que tu peux très vite nous parler de ce que l'on fait dans le cadre du programme CARE, s'il te plaît? Oui, alors on fait justement, on va travailler dans le programme CARE sur ce chemin, sur cet accompagnement, autour de quelques accompagnements clés qui permettent de donner une maîtrise sur les risques, sur ce que je redoute. Et notamment, alors je vais pas tout détailler, mais notamment dans le cadre du programme CARE, on va accompagner nos clients sur la préparation, l'anticipation de la crise cyber, qui n'est pas forcément une crise majeure, qui peut être une crise, on va dire, intermédiaire ou une crise passagère, mais on va les accompagner pour se préparer, pour anticiper cette situation délicate. Toujours dans la même notion de se dire, qu'est-ce que je redoute? Je redoute cette crise cyber, je redoute la perturbation de mes services, je redoute un impact sur mes données, la disponibilité de mes données. Et justement, pour travailler dans cette anticipation par rapport à ce que je redoute, on va accompagner nos clients sur les exercices de gestion de crise, l'établissement des plans de recouvrement d'activités, les plans de continuité d'activité. Voilà, un des exemples, toujours dans cette logique de qu'est-ce que je redoute, comment j'anticipe, comment je me prépare et comment je réagis. Merci. Nicolas, comment notre groupe Atos va-t-il participer dans les années qui viennent au succès de la transformation numérique du système de santé français? Ouais, c'est une question très importante, hein. Pas la question sur Atos, la question de la transformation numérique. Je pense qu'il y a beaucoup de chemins qui ont été faits depuis quelques années. Hein. Clairement, maintenant, il y a un identifiant unique, on a un espace santé, on a un système qui commence à être vraiment interconnecté. Sachant que la phase d'avant, c'était les déploiements de dossiers patients, notamment dans les hôpitaux, pour avoir déjà les données. Hein. Mais il reste quand même une question de l'usage. Hein. Clairement, la DNS le dit, c'est-à-dire que les outils sont là, mais l'usage n'est pas encore là à la hauteur de ce qu'on voudrait. Alors, ceci étant dit, moi, j'ai fait il n'y a pas longtemps des analyses toutes banales hein, dans un labo en ville. Et le labo m'envoie, l'infirmière avait oublié de me donner quel était le code. Donc je regarde sur Internet, donc c'est mon nom, donc les 3 premières lettres de mon nom, TRI, et puis ma date de naissance pour accéder à mes résultats de labo. On ne peut pas dire qu'en termes de cybersécurité, c'est super fort. Et en même temps, donc je fais ça, je vais voir mes analyses. Et 10 minutes après, je les avais dans mon espace santé. Donc ça veut dire que le système, il commence aussi à fonctionner. Hein, et je pense que c'est avec ces petites choses-là, parce qu'après, plus vous en avez, plus vous avez envie. Hein, le numérique, de toute façon, soit ça sert, soit ça vous sert à quelque chose et vous y allez. Après, vous ne pouvez pas légiférer, ça ne sert à rien, les gens ne l'utiliseront pas. Mais avec ce genre de choses, à mon avis, petit à petit, on va y arriver.
Il y aura les agendas, il y a des sujets avec d'autres solutions, etc. Il va y avoir de la prévention. Donc ça nous amène à cette transformation du numérique, la feuille de route 2023-2027, qu'a défini la DNS, avec deux de nos clients d'ailleurs qui sont les bras armés, l'ANS en l'occurrence, et puis l'assurance maladie, qui gèrent les principaux projets. Cette feuille de route, elle se décline en 4 axes. La prévention, c'est évidemment fondamental, on en a parlé tout à l'heure, il vaut mieux prévenir que guérir. La prise en charge, et notamment la réduction du temps, l'augmentation du temps médical pour les professionnels de santé, l'accès aux soins, la maximisation de l'accès aux soins pour les patients, Dieu sait si c'est un sujet aujourd'hui, et puis la définition d'un cadre propice notamment à l'innovation. Nous, on va travailler sur ces 4 axes et on va essayer d'amener notre pierre clairement sur ces 4 axes et donc de meubler la fameuse maison de la feuille de route du numérique 2023-2027. Sur la prévention, c'est des choses, c'est mon espace santé, qui à mon avis est un outil de prévention essentiel. Si vous avez dans votre poche, tout le monde maintenant un téléphone, un outil qui vous rappelle que vous devez faire je ne sais pas quel examen tous les 2 ans, ce sera beaucoup plus efficace que de se dire tiens, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas fait. Vous voyez, et en termes d'anticipation des maladies, etc., ça sera très efficace. Sur la prise en charge, on va continuer à déployer des dossiers patients informatisés. On a 100 personnes aujourd'hui qui ont déploie à la PHP, par exemple, entre le déploiement et la qualification, qui déploient Orbis. Plus le dossier patient il est déployé. Alors, au début, c'est peut-être un peu plus long, mais plus le temps médical il va être augmenté. Sur l'accès à la santé, un outil comme Mon Espace Santé, les téléconsultations, l'ensemble de la numérisation du processus, ça va permettre de toute façon compenser ce déclin inévitable qu'on a de la démographie médicale, qui est embarquée, qui est comme ça. L'augmentation du numerus clausus, elle sera trop tard parce qu'on a tous cette grosse bosse des boomers à passer, à laquelle j'appartiens. Donc voilà, donc moi je fais de plus en plus de téléconsultations, pour rien vous cacher, je trouve ça très commode. J'avais un rhume des foins, samedi matin, 9h, à 9h j'ai pris un rendez-vous, à 9h30 j'avais mes médicaments. C'est pas mal. Voilà, faut pas avoir un truc où il faut vous palper, mais sinon c'est très efficace. Et ça on va également y participer. Et puis le dernier point, c'est le cadre propice à l'innovation. Donc Atos innove aussi beaucoup. On a des InnoLabs, qui sont des labos où on fait de la co-innovation. On ne la fait pas toute seule dans notre bocal avec des savants cosinus qui inventent des solutions. Je vais vous en citer 2 exemples. On en fait une avec les Hospices civils de Lyon, par exemple, où on a une IA qui va aider au diagnostic des plaies des pieds, qui est un véritable sujet des diabétiques et une des premières causes d'amputation. C'est évidemment fondamental. On est dans tout le domaine de l'analyse, de la radiologie, de l'assistance aux médecins. On ne remplace pas le médecin, mais par contre, on est beaucoup plus efficace et rapide sur base des photos. Et puis, par exemple, avec le CHU de Saint-Étienne, on est en train de développer, les mines de Saint-Étienne, un jumeau organisationnel qui va permettre de simuler l'affluence aux urgences. Parce que les urgences sont devenues la porte d'entrée de l'hôpital. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. La permanence des soins a été supprimée il y a quelques années pour les médecins de ville. Donc effectivement, vous tombez forcément aux urgences ou en téléconsultation, mais si c'est grave, vous tombez aux urgences. Donc cette organisation des urgences qui, dans beaucoup d'hôpitaux, sont complètement saturées, ce type d'innovation, ça doit permettre de l'optimiser. Voilà, donc pour résumer, on va travailler sur les 4 axes de la transformation de feuille de route. On va mettre vraiment à disposition du système de santé tous les étages de notre offre de bout en bout. Mais on ne va pas en rester là, on va aussi faire de l'innovation et dans tous les domaines. Et puis peut-être qu'il y en aura dans la cyber également. C'est certain, le numérique entre vraiment dans les parcours de soins. On le vit aujourd'hui, notamment à travers ce salon Made in Tech. Et je vais poser une question à François, parce qu'il est loin de moi, mais je ne l'ai pas oublié. Notre ESN est la dernière à fabriquer dans ses usines françaises serveurs et boîtiers de chiffrement, par exemple. Qu'apporte le calcul haute performance à la santé, François ? Merci Agnès pour cette question. D'abord, je suis très très content de parler de calcul haute performance aujourd'hui, ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que chaque année, au mois de juin, quand le parc floral est encore plus beau, il y a un forum. Il s'appelle le forum Terratech. C'est le forum du calcul haute performance. On se réunit entre industriels, entre utilisateurs, pour parler des avancées du calcul haute performance dans toutes les industries. Et ce que je voudrais, avant d'arriver sur la santé, c'est de dire que le calcul haute performance, évidemment, couvre de nombreux domaines, de nombreuses industries. Et en France, on est vraiment en pointe
notamment grâce à l'apport du CEA à la fin des années 90, qui s'est lancé dans la simulation numérique à corps perdu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le calcul haute performance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne tout simplement des supercalculateurs qui vont avoir beaucoup de processeurs à haute fréquence, avec beaucoup de mémoire en général, avec des cartes graphiques, avec du stockage à faible latence. Ces belles infrastructures vont permettre de faire avancer la recherche médicale et la santé au quotidien. Avant de relier le calcul haute performance à la santé, je dirais que le calcul haute performance, il nous touche partout. Par exemple, dans la simulation météo, vous avez envie de savoir la météo à 10 jours, c'est presque possible et c'est souvent possible parce qu'il y a un très très beau supercalculateur à Météo France à Toulouse et c'est le groupe Atos qui en est, on va dire, l'opérateur attitré. L'industrie automobile a beaucoup progressé et la réduction de mise sur le marché d'un véhicule est passée de 5 à 2 ans parce qu'on fait de la simulation, du calcul, alors qu'avant on faisait beaucoup de prototypage. L'industrie aérospatiale, l'aéronautique, ce sont des domaines qui utilisent beaucoup le calcul haute performance. Des entreprises dans le luxe qui font des produits de beauté ont des centres de recherche qui s'appuient sur le calcul haute performance. Bien sûr, les big pharma l'utilisent, les startups qui sont dans la santé l'utilisent. Alors, aujourd'hui, je dirais que le calcul haute performance couvre à peu près 7 domaines dans la santé. La première chose, je dirais que c'est d'abord la recherche génomique. Parce que là, on va pouvoir analyser très rapidement des grandes quantités de données génomiques. Donc, le calcul haute performance va permettre d'aider au développement de traitements génomiques. Donc, on pense à l'ADN, on pense, je ne sais pas, à l'embryon, à des choses comme ça. Le calcul va permettre d'accélérer, de traiter un nombre de données vraiment importantes. Et pourquoi ? Parce que le calcul haute performance, qu'est-ce qu'il fait? Il traite un nombre de tâches dans une logique parallèle. Ça veut dire que votre cerveau va pouvoir faire 10 tâches en même temps. Marcher, regarder la télévision, écouter la radio, lire le journal, ça fait déjà 4. Donc, c'est la force d'un supercalculateur, c'est de pouvoir massifier, on va dire, le calcul. J'ai parlé de recherche génomique, mais on peut parler de modélisation et de simulation. On va modéliser des processus biologiques complexes. Je pense par exemple au développement embryonnaire. Ça reste quand même le mystère de la vie, de passer de quelques cellules à 256 cellules en 5 jours. Et pourquoi après l'embryon il s'arrête? On a des docteurs qui vous l'expliquent. C'est pas toujours simple à comprendre quand même. Il reste des incertitudes. On progresse. L'imagerie médicale, évidemment. On parle d'IRM, de scanner. Mais le calcul scientifique va peut-être permettre, par exemple, de réduire ce qu'on appelle l'artefact, c'est-à-dire le flou que vous pouvez avoir dans une imagerie médicale. Alors attention, le calcul haute performance va œuvrer dans un cadre législatif et réglementaire adapté. Je pense par exemple au DPI, diagnostic concernant les embryons. C'est possible en Espagne, ça n'est pas possible en France. Donc là, on a la technologie qui est utilisée, mais toujours dans un cadre qui est le cadre législatif et réglementaire propre à chaque pays. Je rappelle par exemple que le DPI en Espagne ou dans d'autres pays, il va vous permettre peut-être de réduire les risques de transfert quand vous êtes dans un processus de PMA par exemple. Donc, science sans conscience, c'est ce que je disais hier à Agnès, en tout cas, doit toujours n'est que ruine de l'âme. Donc, le calcul haute performance doit être utilisé à bon escient, il l'est, mais c'est en tout cas une œuvre majeure. Épidémiologie, on parlait de Covid, de choses comme ça. La propagation des maladies infectieuses, on l'a vu en 2020, c'est une affaire de quelques jours. Donc, ça vous permet aux politiques et aux gouvernants d'avoir des prises de décision beaucoup plus rapides. Donc, de réduire l'impact très rapidement de ça. La découverte de médicaments, ça permet... Qu'est-ce qui va se passer? Un criblage virtuel des molécules va nous permettre de découvrir des candidats médicamenteux. On va gagner du temps et du coup, ça veut dire que nos gros laboratoires comme nos startups
vont permettre de réduire la mise sur le marché d'une molécule et d'un médicament. Donc on va gagner vraiment des vies. Médecine personnalisée, évidemment, c'est-à-dire qu'en travaillant sur une quantité considérable de données propres à chaque patient, on va améliorer son traitement, on va le personnaliser, donc on va réduire les effets secondaires. Et je terminerai sur la partie analyse des données cliniques. Ça permet d'analyser des grandes quantités de données cliniques. Comme ça, on va identifier des tendances, des corrélations et améliorer la qualité des soins et des résultats pour les patients. Donc ça, c'est les 7 domaines qu'on a identifiés, sur lesquels évidemment le calcul haute performance peut œuvrer et contribuer fortement. Je dirais que chez Evident, on a une longue tradition d'innovation. Je repensais à quelque chose. La semaine dernière, il y avait une exposition par le comité d'entreprise de notre société. On parlait des 50 ans de la carte à puce. Qu'est-ce qui s'est passé en 50 ans? Bon, il y a le pass Navigo. Il y a le ski pass, si vous allez au ski, vous avez le télépéage, et puis vous avez la carte vitale. C'est quand même un changement au quotidien assez important. Bien sûr, il y a de nombreux clients qui nous font confiance, en France, en Europe, au Brésil, en Inde. Vous avez des supercalculateurs qui contribuent non seulement au rayonnement de la France et qui sont un actif stratégique pour la France, mais qui permettent à des laboratoires de recherche de travailler. Je citerai l'infrastructure Jean Zay, qui est donc opérée à Bruyères-le-Châtel sous l'égide du GENSI. C'est un supercalculateur avec 1456 cartes graphiques. C'est un supercalculateur français qui permet donc à la recherche française de rayonner notamment. Et je citerai deux clients, Evident, Atos. Le premier, c'est l'Institut Imaginaire. Et je citerai donc le laboratoire Oragen, mais j'ai envie que Nicolas nous dise quelques mots parce que je crois qu'il connaît bien le dossier. À toi, Nicolas. C'est un dossier qui avait été lancé par le CHU de Grenoble. En fait, c'était les 2 premières plateformes. Il y en a une à la PHP, une à Grenoble, qui devait couvrir effectivement le génome en routine, ce qui est absolument fondamental pour le traitement de certaines maladies. Et Atos a remporté, en partenariat avec une filiale d'Orange qui héberge à Grenoble, parce qu'il fallait être hébergé à Grenoble en HDS. Mais Atos a installé le calculateur HPC, etc. Et maintenant, ça tourne en routine. C'est un projet dont on est toujours extrêmement fiers parce que là, on sait, j'en étais le commercial, hein, c'est pour ça que je vous en parle. C'était il y a une bonne dizaine d'années. Mais c'est parce qu'on sait qu'on a une utilité immédiate, quoi. Il n'y a pas de débat. Hein. Voilà. C'est un très beau projet. Merci. J'ajouterais qu'à destination notamment des startups, on propose des solutions sur ces périmètres. On n'est pas obligé de se dire « Oh là là, c'est des projets monstrueux, ça ne nous concerne pas ». Si, on a des possibilités à discuter avec vous. Voilà, ça c'est... Et à incuber, comme le dit Nicolas. Bien, David, tu n'as pas encore parlé. Donc, on a beaucoup parlé d'IA ces derniers mois. Et ma question est la suivante. Quelles sont les contraintes qu'amène le domaine de la santé quand on fait de l'IA? Et peux-tu illustrer à travers des cas d'usage cette question? Merci Agnès. Alors, déjà, une des situations qui va souvent s'opérer quand j'adresse le domaine de la santé, c'est que alors, je me fasse accompagner de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que déjà, quand on fait de l'IA, la matière première, c'est la data. Et dans le domaine de la santé, on manipule un actif un peu plus sensible que dans d'autres domaines. On est sur la donnée souvent personnelle et en plus de la donnée de santé qui amplifie quelque part ce caractère sensible déjà naturel qui est la donnée personnelle. Donc là-dessus, on va un peu se battre des fois parce qu'on est un peu schizophrénique dans l'approche. On veut de l'innovation, on veut construire des actifs au-dessus de cette donnée, entraîner des algorithmes. Le problème, c'est que très souvent, cette donnée, elle est très sécurisée. Donc, il faut trouver un compromis entre les deux approches. On essaye, quand c'est possible, de désensibiliser cette donnée avec des pratiques de pseudonymisation, anonymisation. Cependant, quand ce qu'on cherche à faire, en fait, est très corrélé à ces données personnelles, si on se rend aveugle de ces données personnelles, de facto, l'algorithme qu'on essaie de construire perd immédiatement en efficacité. Donc en ça, on a tout un tas de façons de travailler. On a pu travailler récemment, par exemple, avec la CNAM sur des objets de détection de fraude sur les prescriptions médicales.
Et sur la prescription médicale, on a un praticien, on a un patient. Et donc, si on veut être très agile et être très rapide dans la mise en œuvre de ces expérimentations, soit on essaye de pseudonymiser. Alors, dans le cas de détection de fraude sur ces prescriptions, les données personnelles n'étaient pas si importantes. Donc, on a pu constituer une base de données désensibilisée avec des processus d'anonymisation. Cependant, on a besoin d'une masse de données pour l'IA qui fait que si cette anonymisation est faite manuellement, on arrive à des limites aussi et on arrive à un autre frein qui est le fait de pouvoir quelque part travailler au plus proche de la donnée. Et donc ça veut dire des problématiques de colocalisation, des problématiques de edge computing en fait, et de travailler au plus proche de nos clients. C'est pour ça que nos approches ne se font pas simplement dans le cloud, parce que le cloud c'est très agile et très rapide à mettre en œuvre quand on est plutôt dans un domaine peu sensible, etc. Mais dès qu'on va devoir affronter ces contraintes-là, on va devoir pivoter sur la problématique et très souvent être en capacité aussi de pouvoir se mettre au plus près et dans le cadre d'utilisation des données maîtrisées par l'entreprise. Ça va nous permettre de se libérer un peu plus de certaines de ces contraintes. Après, des fois, dans le domaine de la santé, on va manipuler des données, mais ce qui est plus sensible, c'est les services qu'on va rendre. Et donc, on a aussi cet aspect OIV aussi, derrière ces activités qu'on peut faire dans la santé. On a des fois la vie de patient entre nos mains et on doit être aussi très vigilant à comment on va sécuriser, comment on va rendre complexe la zone d'attaque, la surface d'attaque de ces services. Et puis, de toute façon, un OIV est soumis à des réglementations très strictes aussi. Jean-Baptiste vous en parlera bien mieux que moi. Et nous amène aussi à nous retrouver de facto en dehors d'un cadre plus conventionnel quand on fait de l'IA et donc appréhender. Nous, on a pu par exemple accompagner le gouvernement et la CIC, c'est l'interministériel de crise dans la crise Covid, et les données qu'on manipulait, c'était des données qui n'étaient pas si sensibles que ça, parce qu'elles étaient communiquées entre guillemets aux informations tous les jours. Cependant, quand on travaille sur les prédictions de comment va évoluer ces choses-là, on ne doit pas manipuler de la donnée corrompue. Donc là, on est sur d'autres problématiques qui est éviter la contamination, éviter la corruption des données, et on va être sur des risques plutôt cyber qu'on va essayer de sécuriser. On va travailler dans des bulles sécurisées. Vous savez, ces fameux systèmes un peu classifiés. Dans ce cas-là, c'était du DR, diffusion restreinte, et ça implique tout un tas de contraintes. Et faire de la data science dans ces environnements très contraints, c'est un exercice assez inédit dans la profession. Voilà. Merci. Du coup, ma dernière question sera pour toi, Jean-Baptiste. Sur quel principe reposerait une IA sécurisée et souveraine? Est-ce seulement possible? Je passe la main. On a une grande chance. On a une grande chance en France et en Europe, c'est d'avoir un cadre réglementaire qui est très riche et qui aide à appréhender ce monde de l'IA qui est très vaste et à défaut d'être très flou. Donc ce cadre réglementaire, finalement, quand on ne sait pas très bien par où commencer, c'est un bon point de départ, c'est comprendre la notion de sensibilité du traitement, sensibilité de la donnée, et déjà c'est une bonne façon de commencer. Et ça permet de travailler en se disant peut-être que je ne maîtrise pas l'ensemble du domaine, mais s'il y a des limites, c'est peut-être qu'il faut que je les respecte. Donc ça, c'est la première chance, c'est qu'on travaille dans un cadre et ça va nous aider à ne pas faire n'importe quoi, même si on ne comprend pas tout. Le deuxième point, c'est que les attaques sur l'IA, elles existent vraiment. C'est pas une légende, il y a des vraies attaques sur des modèles IA, et des attaques, il y en a toute une panoplie. L'attaque sur les données, c'est pratiquement la plus simple. Faire parler un modèle, faire parler un chatbot, faire parler des processus qui ont été construits sur la base de LLM, c'est extrêmement simple. Et si ces modèles ont été entraînés sur des masses de données qui n'ont pas été protégées, finalement, c'est assez simple de récupérer l'ensemble des données qui ont servi à l'entraînement. Donc imaginez que vous entraînez un modèle sur un ensemble de données d'une cohorte ou d'un établissement entier. Finalement, si ce modèle-là, il est laissé, il est mis en libre service pour le bien de tous, un acteur malveillant va très facilement remonter à la donnée source. Donc protéger la donnée
dès l'entraînement, protéger la donnée dès l'augmentation, c'est vraiment crucial. C'est pas si compliqué que ça à faire. Il faut trouver le bon niveau, mais il faut vraiment prendre en compte que c'est pas parce que, le modèle apprend vraiment la donnée, il digère vraiment la donnée, il intègre vraiment la donnée et donc il la restituera. Si on sait correctement l'utiliser, il restituera cette donnée. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième attaque, c'est cette IA-là, il faut voir qu'elle s'exécute quelque part. Le socle d'exécution de l'IA, il est réel. On a l'impression que tout ça, c'est très vaporeux, tout ça, c'est très virtuel, mais non, en vrai, il y a du calcul haute performance, il y a des socles d'exécution, il y a des environnements d'exécution. Ces environnements-là, s'ils ne sont pas maîtrisés, s'ils ne sont pas sécurisés, s'ils ne sont pas souverains, finalement, vous allez être observé. Les données vont être récupérées, vos traitements vont être récupérés, votre intelligence va être capturée à cet endroit-là. Donc, c'est savoir à quel modèle on s'adresse, comment on va consommer de l'IA et surtout où est-ce qu'elle va être exécutée, où est-ce qu'elle va être exécutée. C'est vraiment un point qui est essentiel. Le dernier point, c'est attention à l'usage qu'on fait. Il n'y a pas que des risques technologiques, il n'y a pas forcément que des acteurs malveillants, des hackers, des pays de l'Est qui sont là pour capturer les données. Ils existent, ils sont là. Et d'ailleurs, ils ne viennent pas que des pays de l'Est, donc il faut être très, très ouvert dans sa considération de la menace. Le dernier point, c'est attention à l'usage qu'on va faire de l'IA. L'IA vient avec une notion de biais. Et ces biais-là, il faut bien en avoir conscience au moment où on va utiliser cet outil d'IA. Et donc avoir conscience de ces biais, c'est aussi faire un usage responsable de l'IA. Et donc promouvoir les modèles qui sont explicables, sur lesquels on comprend comment l'exécution est réalisée, c'est aussi une façon de se protéger de biais et de déviations qui seraient avec des impacts très, très importants. Merci. Bon, je ne peux pas m'empêcher de demander en conclusion, je vais zapper la mienne, il nous reste 3 minutes. Quels sont les principaux freins, puisque on l'a vu sous l'angle de la cyber, les principaux freins à l'adoption de l'IA, d'après toi? Oui, donc aujourd'hui, le premier frein, c'est tout simplement l'acculturation déjà des personnes métiers à qu'est-ce que l'IA peut faire et ne peut pas faire. Il y a beaucoup de fantasmes derrière l'IA. Certains pensent que ça va tout faire. Non, ça va avant tout être un outil. Et il faut comprendre son fonctionnement pour notamment éviter les biais, éviter également, vous savez, ce qu'on appelle les hallucinations. Et si on comprend un tout petit peu comment ça fonctionne, on sait éviter ces pièges. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, vous savez, c'est la mise en œuvre de projets, c'est la mise en œuvre de capacités. Donc nous, on a cet avantage, c'est qu'on sait vous accompagner du début, de la genèse de l'idée, jusqu'à sa mise en œuvre et son exploitation. Vous fournir également les moyens de calcul, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez entendre parler d'acronymes un peu barbares, GPU, etc. C'est un peu dur de s'y retrouver. Et donc, il vous faut vous faire accompagner correctement et disposer de ces capacités et les partager correctement dans l'entreprise. Merci. Donc, je vous remercie sur cette scène. Merci à vous tous, vous êtes nombreux. Ça fait plaisir.